Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Observatoire social de Ressereau. Je suis Claire Grégoire, psychologue du travail et consultante chez Ressereau depuis bientôt 15 ans. Notre activité d'accompagnement et de conseil autour des enjeux de la régulation sociale nous place aux premières loges pour observer les évolutions, les transformations du monde du travail. L'Observatoire social, en permettant la mise en commun des réflexions de notre équipe de consultants et de consultantes, a pour objectif de consolider les analyses particulières pour enrichir une vision commune et approfondir notre réflexion théorique et pratique. Cette édition 2025 a été portée par le travail de Mayalène Hubert, avec moi aujourd'hui, à qui nous avons demandé d'approfondir les impacts individuels et collectifs des transformations actuelle du travail, tout en intégrant une dimension spécifique qui est celle des différentes générations au travail. Mayalène, bonjour. Avant d'entrer dans le cœur de votre analyse, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a guidé dans votre démarche, dans votre recherche? Quelle était la commande? Oui, bien sûr. Bonjour Claire, merci beaucoup pour cette introduction. Alors effectivement, le projet était d'analyser les transformations du travail et l'impact qu'elles avaient sur la santé mentale en fonction de la génération. Et donc voilà, il y avait vraiment cette variable intergénérationnelle qui était très présente dans mon travail, avec l'idée d'apporter une perspective psychologique, puisque je suis étudiante en master de psychologie, et donc d'avoir ce regard de psychologue et non pas un regard plus juridique, commercial ou managérial, mais vraiment cette approche-là. Et donc, parler bien sûr d'impact sur la santé mentale, puisque c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Et pour vous présenter rapidement voilà, la méthode, il y avait à la fois un regard très théorique avec une lecture d'articles scientifiques sur la question, mais aussi des discussions avec plusieurs formateurs sur ces différents sujets pour avoir leur regard à eux, puisque ce rapport s'adressait à le rapport que j'ai écrit s'adressait à des formateurs. Et il y avait donc aussi tout un aspect d'observation de formation pour pouvoir adapter mon travail aux formateurs pour qui j'écrivais ce rapport. Très bien. Du coup, votre travail, effectivement, croise des aspects théoriques et pratiques. Et en matière de sujet, il croise les transformations du travail, la santé mentale, les relations intergénérationnelles. Au vu de tout ce que vous avez pu lire, découvrir, échanger, observer, pourquoi pour vous le sujet est stratégique? Effectivement, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui, notamment parce qu'on observe de nombreuses transformations du travail et c'est assez nouveau, ces questions de changement dans l'histoire du travail. Et il y a énormément de transformations qui ont eu lieu sur les dernières décennies qui peuvent être très variées. Donc, la digitalisation, l'apparition du télétravail, l'évolution de la population active, les changements de contexte, le rôle des politiques d'emploi, l'instabilité structurelle du travail. Voilà, il y a énormément de transformations qui, en plus, arrive avec cette transformation absolument inédite du travail, qui est la question de 4 générations qui cohabitent aujourd'hui dans le monde du travail. Et donc, ça, c'est une toute première. Et donc, rapidement, ces 4 générations, donc, on parle des baby boomers, donc les personnes qui sont nées entre 1945 et 1964. La génération X, les personnes nées entre 1965 et 1980. Les milléniaux, ceux qui sont nés entre 1981 et 1996, et la génération Z, donc toutes les personnes nées après 1997. Et donc toutes ces générations, en fonction de leur code et de leur apprentissage, vont vivre différemment les transformations du travail que j'ai présentées. Et c'est pour ça qu'il était fondamental de s'interroger sur ces deux questions, notamment quand on parle de santé mentale. Je comprends effectivement, on vit sûrement tous un peu différemment ces différentes transformations en fonction de notre vécu, en fonction de notre âge sûrement, peut-être aussi en fonction d'autres variables. Ce que je vous propose, c'est que justement, on aborde un peu une à une certaines de ces transformations et que l'on commence par la digitalisation. Vous montrez que cette digitalisation peut générer des tensions générationnelles. Quelles sont-elles? Oui, et bien en fait, c'est assez intéressant de voir le rapport que les personnes vont avoir à la digitalisation en fonction de leur génération et quel impact différent ça peut avoir sur leur santé mentale. Et la différence qui est fondamentale, c'est voilà, des études de terrain qui montrent qu'il existe un rapport différent aux compétences numériques selon les générations. Et donc, on parle de skills gap, notamment donc en matière d'usage des technologies numériques. Et on peut observer, par exemple, une difficulté à utiliser certains outils numériques ou à naviguer sur Internet
pour des personnes plus âgées parce que, en fait, à l'inverse de d'autres générations, il n'y a pas eu d'éducation numérique. Et donc, des chiffres qui peuvent être intéressants. Par exemple, l'INSEE, en 2022, explique que plus de 60% des 75 ans n'utilisent jamais Internet. Et alors là, on n'est pas forcément sur la question du rapport au travail, mais 20% des 60-74 ans rencontrent des difficultés dans leur usage courant du numérique. Et donc, on voit qu'il y a, on peut parler d'une fracture numérique, non pas dans l'accès à Internet, mais dans les compétences numériques qui peuvent exister. Et donc, il peut y avoir on peut parler de tensions générationnelles dans ce rapport qu'il y a au numérique, notamment au niveau des compétences, qui est lié évidemment à l'éducation que certaines personnes ont eue par rapport à la digitalisation. Et pour certaines personnes, on parle effectivement de digitalisation, mais pour d'autres, en fonction de leur génération, et donc des personnes plus jeunes, c'est même pas tant une transformation du travail que, en fait, un fait. Et ces personnes-là n'ont pas vu de transformation puisqu'elles sont nées avec Internet, voire même après Internet. On a même certaines entreprises, je crois, dans certains accords QVCT qui misent justement sur ces différences de compétences et pour accompagner la digitalisation, qui du coup créent des binômes entre seniors et jeunes recrues pour que finalement il y ait des transferts de compétences sur les métiers, mais aussi sur les outils et finalement miser sur ce sujet, non pas comme un objet de tension, mais un objet d'enrichissement conjoint. Voilà, donc une optique peut-être aussi différente qu'on peut avoir sur ces sujets. Mais moi, j'ai envie de dire, et l'IA dans tout ça, à qui profite-t-elle? Est-ce que ça peut fragiliser certains? Est-ce que là encore, vous pensez qu'il y a un gap entre les générations? Alors oui, c'est vrai que c'est une question fondamentale quand on parle de digitalisation. Le chiffre, c'est que pour la majorité des utilisateurs de ChatGPT, c'est 56% des utilisateurs ont entre 18 et 34 ans. Et donc, on voit effectivement que les personnes plus jeunes ont appris très tôt à se servir de cet outil. Et donc, son utilisation est évidemment plus instinctive. Et donc, il y a une vraie aisance par rapport à cette technique, une efficacité peut-être dans la rédaction des prompts et un réflexe dans son utilisation. Et donc, effectivement, on peut dire que les personnes plus jeunes sont plus aisées avec l'intelligence artificielle. Et pour autant, il y a aussi bien sûr des inconvénients. Parce que oui, ça demande de la dextérité et de l'agilité, mais ça soulève aussi des questions éthiques. Et donc, c'est intéressant aussi de former les jeunes à avoir leur propre réflexion et à s'interroger par eux-mêmes sans avoir tout de suite recours à l'intelligence artificielle. Et donc, on voit que la digitalisation et l'intelligence artificielle ont un vrai impact sur la santé mentale des collaborateurs de façon spécifique selon les générations. Et voilà, il est vraiment intéressant de se poser des questions éthiques par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle, qui est un outil. Et donc, un outil n'a pas de pouvoir éthique en soi, mais évidemment, c'est dans la manière dont on l'utilise que là, il faut se poser des questions. Merci Marie-Hélène pour cette réflexion. Je vous propose qu'on aborde une autre transformation que vous avez mis en évidence dans votre rapport. C'est celle du télétravail. C'est vrai que la crise sanitaire a accéléré clairement en France le changement dans les différentes entreprises. Alors aujourd'hui, c'est un peu remis en cause. Je crois que ces jours-ci, c'est la Société Générale qui est en appel à la grève en lien avec un retour au présentiel. Malgré tout, le télétravail s'est quand même installé dans nos pratiques. Est-ce que c'est un progrès pour tous? Est-ce qu'il y a des impacts psychologiques différents entre un jeune en début de carrière, un collaborateur plus expérimenté? Comment on vit le télétravail aujourd'hui en France? Alors, c'est vrai qu'il y a des attentes différentes en fonction des générations. Bon, alors évidemment, c'est important de ne pas stéréotyper et d'avoir un regard plus subtil et nuancé sur les choses, mais il y a plusieurs études qui montrent qu'en fonction de la génération à laquelle on appartient, on peut avoir un regard, des attentes et des besoins différents par rapport au télétravail. Par exemple, la génération X, elle a souvent été caractérisée par sa résilience et son adaptabilité. Et donc, ça peut être très intéressant pour la question du télétravail. Pour autant, il y a des études qui montrent que cette génération a un certain scepticisme par rapport au télétravail, là où la génération Y s'est adaptée assez vite au télétravail avec un vrai confort.
parce que cette génération cherche des conditions de travail qui soient flexibles et donc un rapport au travail qui est une recherche entre entre un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et donc un vrai intérêt pour le télétravail. Et la génération Z va plutôt avoir voilà, à la fois valoriser une vraie innovation et une vraie interconnexion, mais pour autant des inquiétudes aussi par rapport à la question du lien social, puisque souvent c'est des personnes qui vont avoir un premier emploi et qui donc cherchent une interaction et une connexion personnelle et un vrai lien social avec leurs collègues, et donc ont ce regard-là vis-à-vis du télétravail qui est à la fois la recherche d'un confort, mais aussi une certaine peur et inquiétude vis-à-vis de la question du lien social. Effectivement, ça ouvre des réflexions, et notamment pour tous ceux qui sont en situation de recrutement et qui sont très sollicités sur ces questions-là, de voir les différentes peurs et leviers de motivation que ça peut engendrer en fonction notamment de l'âge, du coup, en tout cas de la génération. Un autre point qui a, je crois, focalisé un peu votre attention, une autre transformation du travail qu'on constate depuis plus d'une dizaine d'années, hein, mais en tout cas qui semble s'accélérer, c'est ce que les spécialistes ont appelé l'intensification du travail. Vous évoquez une pression croissante, une surcharge mentale, une accélération des rythmes et des transformations. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport à cette intensification? Est-ce que les différentes générations sont impactées de façon différente? C'est une question importante parce que cette transformation du travail, elle touche tous les secteurs et tout le monde. Mais évidemment, elle va impacter les gens de manière différente en fonction de leur singularité et aussi en fonction de leur génération, effectivement. Et on voit que pour les personnes plus âgées, il y a des vrais risques aussi qui peuvent être, par exemple, voilà, à nouveau, ça peut être assez caricatural, mais c'est important de le dire quand même. Mais voilà, peut-être un risque de moindre vitesse d'adaptation au changement, aussi une pénalisation des compétences acquises qui peuvent devenir obsolètes. Mais voilà, en parallèle aussi de ressources spécifiques qui sont leur expérience, un vrai savoir-faire, une capacité de recul. Et chez les plus jeunes, cette intensification peut aussi avoir un effet de détérioration de la santé mentale et physique. Et voilà, on peut aussi observer oui, des rythmes soutenus, des tâches qui peuvent être parfois plus absurdes, une précarité de l'emploi, parfois aussi l'absence de seniors pour guider les personnes les plus jeunes. Et donc, on voit qu'effectivement, l'intensification du travail touche tout le monde, avec les mêmes effets qui sont des impacts sur la santé mentale et physique, mais de manière différente. Oui, je crois qu'effectivement, il faut se garder d'avoir une vision trop simpliste de cette question, puisqu'on voit finalement que la question de l'épuisement professionnel touche toutes les générations, que l'évolution de l'absentéisme et des arrêts longs touche aussi très fortement actuellement les moins de 30 ans. Donc, effectivement, je crois que c'est intéressant de voir que quand on creuse, on peut dépasser certaines idées reçues qu'on pourrait avoir sur la résilience face à cette accélération du mode de travail. Vous avez évoqué le fait que dans cette intensification, il pouvait y avoir aussi, on va dire, des déclencheurs, hein, des éléments qui par ailleurs vont aussi jouer sur la santé mentale. Et vous avez cité les tâches absurdes. Et en fait, ça me renvoie finalement à un dernier point dans les transformations, qui n'est pas tellement une transformation du travail, mais qui touche à une transformation du rapport au travail. Donc plutôt des évolutions sociétales qui viennent impacter le monde du travail, parce que finalement, ça vient impacter les attentes profondes des personnes par rapport à leur activité. Et ça touche finalement à la question, par exemple, du sens. On dit souvent, moi je l'entends à longueur de journée dans mes formations, que les jeunes ne sont pas motivés, qu'ils veulent plus s'engager, qu'on ne peut pas compter sur eux. Alors, l'engagement au travail, est-ce que c'est une valeur d'hier? Est-ce qu'il faut redéfinir ces notions-là? Alors effectivement, c'est assez intéressant cette question parce qu'en fonction de la génération à laquelle on appartient, on va avoir une réponse différente.
Et je dirais pas que c'est une réponse qui est clivante, mais pour autant, les avis sont très variés sur ces questions-là, alors que les autres transformations du travail qu'on a abordées lors de mes recherches, que ce soit théoriques ou plus pratiques en discutant avec des formateurs, tous étaient plutôt d'accord. Et c'est cette question-là qui a été vraiment source de réponses variées. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant. Et effectivement, on remarque, oui, effectivement, un changement du rapport au travail et donc dans son engagement au travail aussi, ça va avoir des conséquences. Alors, ça veut dire quoi en fait? Donner du sens à son travail, ça veut dire quoi? S'engager dans son travail. Le sens au travail, c'est la signification qu'on va donner au travail en termes de représentation et de valeur. Et l'engagement, ça va faire référence à la loyauté, associée aussi à un sentiment d'attachement qu'un individu peut donner à son entreprise. Et ça représente aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises parce que c'est considéré comme un indicateur de performance. Et effectivement, cette question de l'engagement des jeunes, voire de son absence, est très présente dans le discours lorsqu'on parle d'intergénérationnel et de mutation du travail. Et en fait, on voit plusieurs études et même plusieurs formateurs en parlent, que les jeunes générations vont valoriser des choses différentes et d'autres dimensions par rapport à d'autres générations. Et notamment, par exemple, la question de l'épanouissement personnel, l'intérêt des tâches et le sens de l'activité personnelle. Et ça va être assez contrastant avec des générations précédentes qui vont, elles, privilégier, par exemple, la sécurité de l'emploi, la stabilité, la rémunération. Et donc, en fait, le travail n'est plus perçu comme le centre exclusif de la vie. Et donc, il y a une vraie recherche d'équilibre entre engagement professionnel et d'autres aspects de la vie qui vont être plus personnels, familiaux ou sociaux. Et ça peut être perçu effectivement comme un désengagement, puisque il y a en fait une vraie volonté d'équilibre, mais qui donc forcément, quand on ne donne plus 100%, mais 50-50, ça peut être perçu comme un désengagement. Et ça consiste une évolution absolument centrale du rapport au travail. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que les jeunes aujourd'hui on peut parler de réalisme dans l'engagement dans l'entreprise. Et voilà, un engagement, mais qui est logique et qui est, voilà, ils vont être dévoués, mais sous certaines conditions. Et donc, la relation est moins asymétrique. Et il y a une vraie attention à la santé mentale, puisque ce sont des personnes qui ont commencé à travailler lorsque les chiffres sur le burn-out montraient une vraie explosion de la souffrance au travail. Et donc, c'est important, en fait, d'aller dans le sens de la jeunesse en se respectant, tout en ayant une vraie promotion de l'engagement au travail, puisque cela reste fondamental. Et en fait, cet engagement peut être dangereux si le collaborateur ne pose pas de limites et ne se protège pas. Et donc, c'est important, on le voit, effectivement, le nombre de burn-out chez les jeunes est en explosion, mais il y a aussi tout de même une vraie capacité à dire non, alors que chez les plus âgés, on peut avoir plus cette notion de pudeur, de j'encaisse jusqu'à ce que le mal soit fait. Et donc, c'est important d'avoir cette notion d'efficacité dans la gestion de la santé mentale. Mais effectivement, cette question de l'engagement et du sens donné au travail est fondamentale. Et c'est important d'avoir cette notion d'équilibre et de respect à la fois de l'entreprise et à la fois de soi-même. Et effectivement, c'est vrai que les discours peuvent être un peu ambivalents sur cette question quand on rencontre des managers ou des directeurs qui, bien sûr, à la fois s'inquiètent, voire ont un avis assez critique, négatif sur ce nouveau rapport au travail. Et en même temps, souvent, on a parfois des petites conclusions de type « mais bon, quand même, peut-être qu'il faudrait qu'on s'en inspire ». Et c'est un constat, donc effectivement, de toute façon, le monde du travail, le monde du recrutement a changé. Donc effectivement, j'entends cet enjeu de se laisser interroger par ces évolutions du rapport au travail. Dans votre rapport, vous citez Frankl et la quête du sens. C'est vrai qu'on parle souvent de sens au travail sans s'interroger vraiment profondément sur ce qu'on entend par le sens. Que nous apprend la psychologie à ce sujet? Plein de choses. Vous demandiez tout à l'heure, est-ce que l'engagement est une valeur d'hier? Je pense vraiment que la réponse est non, mais en fait, effectivement, il change de forme et les jeunes ne se désengagent pas, mais ils s'engagent autrement. Et ils sont prêts à donner beaucoup, mais à condition que ça ait du sens pour eux. Et donc, en fait, l'engagement et le sens, et l'engagement est devenu conditionnel et basé sur le sens que l'on peut trouver au travail, et donc le respect de soi, la clarté des règles et l'équilibre de vie. Et Viktor Frankl, avec la logothérapie, nous rappelle que sans sens,
la souffrance augmente et que donc il est fondamental de trouver un véritable sens dans son travail. Et ça va être effectivement le rôle des managers, le rôle des collaborateurs, le rôle des directions. Et il est fondamental, et vraiment, j'insiste, de donner un sens à son travail. Et ça passe à la fois par le collaborateur, mais aussi par les directions et les managers. Merci beaucoup pour toutes ces clés de compréhension. On se rend bien compte du nombre de défis auxquels les collectifs ont à faire face avec toutes ces transformations du travail lui-même, des conditions de travail ou du rapport au travail. Tous ces sujets qui peuvent devenir des irritants, des causes de tensions internes, interpersonnelles, inter-équipes parfois, ou même carrément collectifs. Alors concrètement, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde un peu le côté opérationnel. Comment agir ? Il faut quand même un petit peu s'y retrouver, trouver des clés, des outils, on va dire, des leviers pour malgré tout permettre un travail dans un environnement sain, un travail efficace et trouver ce fameux équilibre dont vous parliez. Voilà, si on revient sur l'opérationnel et que, par exemple, on s'interroge sur les enjeux de dynamique collective, managériaux, sur quoi il faut travailler ? Sur quel type de sujet les tensions intergénérationnelles ont le plus de risques de se produire ? Sur quoi il faut concentrer nos efforts ? Oui, tout à fait, c'est vraiment une question importante parce que on peut observer des tensions intergénérationnelles sur certains sujets et donc c'est important d'y être vigilant. La réponse très générale à cette question, c'est que chaque personne et aussi chaque génération va avoir des besoins différents dans leur rapport au travail. Et donc c'est primordial d'identifier ces besoins-là et ensuite d'y répondre de manière adaptée, puisque cette différence de besoin peut se manifester de façon différente, par exemple dans un style de communication qui peut être soit plutôt direct, soit plutôt structuré. La question des valeurs aussi. Certaines personnes vont avoir besoin de loyauté alors que d'autres vont avoir besoin de sens. Dans le rapport tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport au numérique, au télétravail ou à l'intensification du travail. Et donc, on voit qu'il y a vraiment des besoins différents selon les générations. Et donc, il y a une importance et il faut être très vigilant à cette identification des besoins pour pouvoir ensuite y répondre et que les personnes puissent ensuite travailler de manière sereine et efficace. Et un exemple qui est intéressant aussi, ça peut être l'approche du temps. Certaines personnes vont avoir besoin de voir sur le long terme, alors que d'autres seront plus dans l'immédiateté. Et pour relier par exemple à la psychologie, aujourd'hui, quand on accompagne un jeune dans son orientation, on lui dit de manière assez rassurante, tu ne feras pas le même métier toute ta vie, donc rassure-toi. Et heureusement qu'on lui dit ça, parce que ce serait horrible sinon si à 17 ans, on devait choisir un même métier pour 60 ans. Mais donc, il n'y a pas le même rapport au temps dans l'entreprise, puisque c'est assez nouveau d'accompagner un jeune dans son orientation de cette manière-là. Et donc, ce rapport au temps qui peut être plutôt dans l'immédiateté ou plus sur le long terme est vraiment important et peut être source de tension, puisque évidemment, c'est une question qui est fondamentale dans le travail, cette question du temps. Et donc, c'est vraiment important de revenir aux besoins essentiels et fondamentaux d'une personne pour pouvoir en être conscient et donc ne pas être heurté quand une personne va, par exemple, préférer l'immédiateté, puisqu'on sait qu'en fait, c'est un besoin pour elle. Mais voilà, pour autant, il faut avoir cette intelligence relationnelle et sociale de s'adapter aussi aux besoins d'autrui. Ouais, on se rend compte derrière que ça nécessite énormément de recul, des compétences, une efficacité relationnelle certaine à développer. Alors, quelles sont les postures managériales à éviter ou au contraire à renforcer pour prendre en charge cette question de la cohésion dans une équipe et donc derrière des risques de tension intergénérationnelle ? Et bien, le manager a effectivement un vrai rôle qui est fondamental. Et effectivement, il y a plusieurs biais qu'il faut chercher à éviter. Tout d'abord, voilà, les stéréotypes. Vous en parliez tout à l'heure quand vous rencontrez des personnes qui disent aujourd'hui les jeunes ne veulent plus travailler, les jeunes ne s'engagent plus. Voilà, c'est vraiment important de lutter contre les stéréotypes et même sur tout ce qu'on a dit là tout à l'heure,
éviter les généralisations abusives aussi. C'est important de laisser une liberté à la personne, voilà, d'être unique et différente. Et donc, voilà, en tant que manager aussi, c'est important d'éviter le management uniforme. Donc, voilà, vraiment de connaître les besoins de chacun et d'y répondre pour permettre à chaque collaborateur de travailler de manière efficace. Et donc, pour ça, c'est important de renforcer, voilà, toutes les questions d'écoute, de flexibilité. Et en fait, un bon manager donne des clés et il se rend compte des différences entre les générations, il en est conscient. Et donc, il encadre chaque personne de manière spécifique. Mais pour ça, il faut bien sûr donner des clés et des outils aux managers. Et ça passe par tout un système de régulation sociale. Et c'est fondamental d'être vigilant à certains stéréotypes et voilà, de prévenir les conflits liés aux différences de culture et de vision du travail pour pouvoir ensuite avoir un style de management qui soit attentif et qui soit adapté à chacun. Ce que j'entends dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement l'intergénérationnel est une variable différenciante dans une équipe, qu'il peut y en avoir d'autres. Vous venez de citer le milieu culturel, par exemple. On pourrait sûrement en faire une liste ensemble plus complète, mais donc la nécessité d'un management qui s'adapte, un management situationnel, et peut-être pour les managers, donc une grille de lecture à la fois de ce qui nous rassemble en tant qu'être humain dans notre rapport au travail, mais aussi de grilles de lecture spécifiques en fonction de différentes variables, notamment l'intergénérationnel qui nous préoccupe aujourd'hui, pour avoir quelques grandes lignes et décrypter ainsi mieux les attentes, les besoins de chaque collaborateur. S'adapter certes, mais en même temps trouver un moyen de vivre ensemble. Et dans la régulation, j'entends ça en fait finalement dans ce que vous dites, c'est que on va s'adapter, on va mobiliser nos clés de compréhension pour mieux s'adapter à chacun, et en même temps on va trouver des points communs pour un vivre ensemble, pour une cohésion, pour une identité collective commune, qui soit quand même porteuse d'efficacité, de satisfaction collective, de bien-être, entre guillemets, et derrière de performance. On voit que le manager est au cœur d'enjeux forts qui sûrement lui nécessitent, on va dire, des ressources que l'entreprise devra mettre en œuvre autour de lui pour lui donner tout ce dont il a besoin à ce niveau-là. Alors c'est vrai que dans l'Observatoire social, on s'adresse, en tout cas dans un premier temps, à notre réseau, donc des consultants, des formateurs. Et pour nous qui intervenons en entreprise, on a régulièrement dans les mêmes groupes, dans les mêmes formations, dans les mêmes, ateliers d'expression, des personnes très variées, très différentes, et notamment au niveau des générations. Alors, comment relever ce défi-là? Comment adapter nos postures, nos outils pédagogiques dans ces contextes intergénérationnels? Oui, c'est vrai que c'est une solution à envisager, d'adapter ces outils en fait avec une vraie délicatesse pour essayer de répondre le mieux possible aux besoins de chacun et donc en fait d'atteindre une vraie efficacité pédagogique. Et l'ingénierie pédagogique est aujourd'hui très riche et donc ça peut être intéressant de jouer avec les outils. Et donc, ça passe par une vraie communication. Mais moi, c'est ce que j'ai pu observer quand j'étais en stage chez Réseau, de voilà, quelles sont vos attentes et quels sont vos besoins vis-à-vis de cette formation. Et en tant que formateur, c'est mon rôle d'y répondre au mieux. Et donc, voilà, de communiquer et de verbaliser, de conscientiser les besoins de chacun. Et ensuite, voilà, d'y répondre avec cette intelligence sociale qui est propre aux formateurs. Et donc, voilà, quand j'ai discuté avec plusieurs formateurs, ils m'ont parlé d'utilisation d'outils différents selon les générations. Par exemple, un formateur qui m'expliquait que quand il était avec des équipes multigénérationnelles, il essayait voilà, de faire des quiz, d'utiliser des exercices de questions-réponses pour susciter les intérêts avec des formats ludiques, des exercices qui pouvaient être plus stimulants, voilà, et vraiment d'arriver à cet équilibre entre à la fois partage de contenu et de théorie, mais aussi valoriser le partage d'expériences, valoriser aussi un certain aspect ludique.
et un autre formateur qui m'expliquait qu'il variait aussi la façon de présenter le contenu en fonction du public. Et, et un exercice qui était assez intéressant, dont un formateur m'a parlé, c'était celui des exercices filmés. Et il me disait, dans les années 1980, c'était un peu le must de la formation, puisque c'était assez inédit. Et donc, ça parle à un certain public. Et ça parle aussi à un public plus jeune qui a l'habitude d'avoir toujours son téléphone dans sa poche. Et donc, ça permet de toucher à la fois aussi les comportements individuels et le collectif, puisque en créant des mises en situation et en les filmant et en les visionnant ensuite et en les commentant, ça permet de montrer tout ce qui se joue dans la relation qui a été mise en scène. Et donc, ça permet de rejoindre le collectif de manière assez multigénérationnelle et intergénérationnelle, puisque chaque public peut se retrouver là-dedans. Et donc, je trouvais que c'était un outil intéressant d'ingénierie pédagogique. Et voilà, vraiment, le mot délicatesse est assez intéressant pour faire une petite synthèse de, voilà, je m'adapte à la personne qui est en face de moi, je m'adapte à son besoin pour viser une vraie efficacité de la transmission et de l'apprentissage. On se rend compte à quel point ça nous challenge dans nos pratiques, parce que pour mettre en œuvre cette délicatesse, finalement, il faut être suffisamment maître de son contenu pour être réellement à l'écoute du public qu'on a en face de soi. Les gens n'expriment pas nécessairement directement leurs besoins réels. Donc, ça veut dire disposer aussi des clés de compréhension pour analyser derrière ce qui est réellement annoncé, peut-être les besoins plus profonds et les modes de fonctionnement plus profonds. Et derrière, moi, là où ça m'interpelle, c'est que je me dis, si cette délicatesse vise à s'adapter à son public, ce qu'on fait quand même globalement, ça veut dire aussi disposer d'un arsenal d'options pédagogiques pour pouvoir, en temps réel, finalement, piocher les bons contenus, les bons outils qui sauront répondre aux besoins qu'on aura analysés. Ça fait beaucoup. Alors du coup, c'est quoi vos conseils pour développer les compétences dont nous pouvons avoir besoin pour voilà, nous adresser à ces publics mixtes qu'on rencontre au quotidien? Y a plusieurs choses. Déjà, je pense que c'est important de redire qu'il faut être vigilant vis-à-vis des stéréotypes et des généralisations abusives, parce que peut-être qu'on peut se dire, OK, donc telle génération va avoir tel besoin, et donc partir avec ce regard-là, qui est important. Mais pour autant, il faut aussi, voilà, vraiment laisser la liberté à l'autre de ne pas cocher la case. Et donc, vraiment, ça a été dit et redit, mais parce que c'est très important. Verbaliser, communiquer là-dessus, et voilà, vraiment en parler ensemble, prendre ce temps. Et c'est important vraiment d'avoir de laisser l'autre libre et d'avoir ce regard sur les stagiaires lors d'une formation qui leur permet de se développer et de grandir aussi, puisque c'est le but d'une formation, c'est de transmettre des compétences. Et donc, c'est important de à la fois lutter contre les stéréotypes, communiquer donc sur les besoins de chacun pour permettre une vraie transmission qui soit efficace et qui soit aussi réelle, et que la formation soit pertinente et porte du fruit. Très bien, merci. Pour clôturer cet échange, j'aimerais vous inviter à donner un petit peu votre point de vue, vous nous livrez votre regard personnel, ce que tout ce travail de fond, de rencontre, d'observation a pu vous apporter. Quel message vous voudriez faire passer à ceux qui accompagnent les collectifs? Je pense qu'un message qui serait important est celui de la distinction entre expertise et compétence. Et puisque c'est assez fondamental, et en fait l'idée c'est de chercher ne pas chercher à être un expert qui maîtrise tout de manière parfaite et qui connaisse toutes les caractéristiques de chaque génération, et qui disent ok, là j'ai tant de pourcents de génération X, tant de pourcents de génération Z, donc je vais adapter mes outils comme ça. Non, parce que l'expertise elle est souvent associée à cette idée de savoir figé, de catégories prédéfinies, alors que l'idée de compétence renvoie plutôt à, on l'a dit, une capacité à s'adapter à la diversité des situations, et donc à éviter de figer les individus dans un même état d'esprit générationnel. Et donc le but, c'est vraiment pas de connaître par cœur des profils générationnels,
mais vraiment de dialoguer, de s'ajuster, de comprendre l'autre, quel que soit son âge, et donc de développer des compétences transversales qui vont permettre la rencontre et la relation. Donc toutes les questions d'écoute, de décentration, de réflexivité. Et en fait, cette distinction entre expertise et compétence, elle permet d'éviter les stéréotypes. Et elle est fondamentale, voilà, vraiment ne pas chercher la posture d'expert, mais de se dire que la différence et la rencontre sont des belles opportunités, même si c'est un challenge, comme vous l'avez dit. Et donc voilà, l'idée, c'est pas de révolutionner le monde de la transmission ou de devenir un expert qui connaîtrait toutes les générations ou toutes les cultures, mais vraiment de développer des compétences personnelles qui permettent la rencontre, qui permettent même une vraie joie dans la rencontre. C'est très inspirant d'être repositionné sur ce qui rend possible le dialogue, ce qui rend possible la rencontre. J'aime beaucoup cette notion de joie que je garde en petite pépite, tout comme la notion de délicatesse. Vous, si vous deveniez formatrice demain ou manager d'ailleurs, qu'est-ce que vous retiendrez comme point clé de votre recherche? C'est une grande question. Je pense que ça demande beaucoup d'humilité. Voilà, il faut poser un regard sur les gens qui va les élever et chercher à connaître et à rencontrer tout en étant exigeant. Et ce que cette recherche m'a appris aussi, c'est qu'on ne dirige pas un collectif en ayant toutes les réponses, en devenant un expert qui soit parfait et qui sache tout sur tout et qui soit omniscient, mais qu'on peut accompagner un groupe en sachant écouter, en sachant reconnaître aussi qu'on ignore, voilà, avec humilité, mais tout en créant un espace aussi où chacun peut être vraiment lui-même et où il peut grandir en compétences et tout en étant très libre. Et un auteur qui est intéressant, qui a écrit sur ce sujet-là, Créé pour la grandeur, Alexandre Janin-Harvad, et qui parle de voilà, cette grandeur discrète que chacun peut avoir et le rôle du manager qui est en fait d'être au service de ce qui peut émerger chez les autres. Et voilà, parfois, ça peut être très intéressant et pertinent et nécessaire d'avoir des outils, mais ça s'accompagne d'une vraie humilité, de savoir se taire et accueillir aussi la complexité et la richesse de chacun pour faire grandir la grandeur. Merci Maï-Hélène pour cet éclairage à la fois théorique qui permet de dépasser, comme vous l'avez très bien dit, certaines idées reçues et en même temps pratique parce qu'on sent que derrière, ça peut se décliner de façon très concrète dans le quotidien. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir fait un pas au-delà des caricatures et que finalement, on se rapproche d'une possibilité réelle de dialogue entre d'abord des personnes et notamment entre des générations. On voit tout l'enjeu de dépasser cette vision d'archipélisation de la société, de renfermement sur différentes catégories pour la rencontre et pour le travail. Donc à nous, acteurs du changement, au travers de nos actions de formation, de conseil, de créer les conditions en fait finalement de ce dialogue qui va permettre d'avancer. Et j'espère que cet observatoire social vous aura donné à tous finalement quelques clés pour aller plus loin. Si vous souhaitez d'ailleurs creuser encore, le rapport de stage de Maï-Hélène, c'est disponible. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on sera très heureux de le diffuser avec l'accord de Maï-Hélène. Merci à toutes et à tous pour votre attention et puis à bientôt pour un nouvel épisode de l'Observatoire social de Ressereau.